Bonjour, aujourd'hui on plonge au cœur d'un savoir ancestral de Mayotte, l'utilisation des plantes locales pour accompagner la prise en charge du diabète. On va découvrir ensemble comment la tradition, la nature et la santé s'entremêlent dans ce qu'on appelle la pharmacopée mahoraise. Ce proverbe, il dit tout en fait. La force de la médecine traditionnelle à Mayotte, elle est exactement là, dans ses racines profondes. C'est un savoir qui a été transmis de génération en génération et qui est complètement ancré dans le respect de la nature. Alors voilà notre parcours. On va d'abord explorer les racines de ce savoir, puis on va zoomer sur 3 plantes vraiment clés pour la glycémie. Ensuite, on essaiera de faire le pont entre la tradition et la science, on parlera des règles de sécurité qui sont essentielles et on conclura sur cet héritage qui est bien vivant. Allez, c'est parti. Il faut bien imaginer que, pendant des siècles, la nature a été la toute première pharmacie de Mayotte. Et ce n'est pas juste une liste de remèdes, c'est une véritable pharmacopée vieille de plusieurs siècles. Un savoir-faire qui s'est transmis oralement et qui fait vraiment partie de l'identité de l'île. Et là, il y a un point crucial. Ce savoir est fragile. Le nombre de tradipraticiens, ces personnes qui détiennent ces connaissances, diminue. Du coup, documenter tout ça, l'écrire, le sauvegarder, ça devient absolument essentiel. L'idée, c'est de préserver cette sagesse pour qu'elle ne se perde pas et qu'elle puisse servir aux générations futures. Bon, maintenant, rentrons dans le vif du sujet. On va se pencher sur 3 plantes emblématiques, celles qui sont traditionnellement utilisées à Mayotte pour aider à réguler la glycémie. On commence avec le Mudzambaraou, que beaucoup connaissent sous le nom de jamelenier. C'est un arbre assez répandu dans la région et ses usages traditionnels sont vraiment intéressants. Ce qui est fascinant, c'est de voir la spécificité locale. À Mayotte, la tradition, c'est de faire une décoction de l'écorce. En clair, on la fait bouillir dans l'eau pour en extraire les principes actifs. Mais si on va sur les îles voisines, comme la Réunion ou Madagascar, eh bien là-bas ce sont plutôt les graines, une fois séchées et torréfiées, qui sont utilisées. Les effets qu'on recherche sont multiples. Il y a bien sûr une action sur le diabète, mais aussi un effet anti-inflammatoire et une aide pour contrôler la tension. Et un fait intéressant, à la Réunion, l'usage des graines est officiellement reconnu et même inscrit à la pharmacopée française pour ces mêmes raisons. Ce n'est pas rien. Notre deuxième plante, c'est le margoisie, ou la momordique. C'est une liane, et c'est son fruit, qui a une apparence très particulière, qui est au cœur de son utilisation traditionnelle dans la gestion du diabète. En fait, on utilise quasiment toute la plante. Le jus du fruit est directement consommé pour son action sur le diabète, alors que les feuilles et la tige, elles, sont plutôt préparées en décoction pour traiter d'autres problèmes comme les coliques ou l'hypertension. D'après la tradition, le margoisie agirait sur 2 points vraiment clés. D'un côté, il aiderait le corps à mieux se servir de l'insuline qu'il produit. De l'autre, il ralentirait l'arrivée du sucre dans le sang juste après un repas. Ce sont des actions qui font directement écho aux objectifs de la médecine moderne. Et la troisième plante, elle est très connue, même au-delà de Mayotte, c'est la pervenche de Madagascar. Son utilisation est très répandue dans tout l'archipel des Comores, en particulier pour le diabète et l'hypertension. Pour la pervenche, ce sont les parties aériennes qui nous intéressent. On prend les feuilles et les sommetés fleuries, c'est-à-dire le bout des tiges avec les fleurs, et on les prépare en décoction. C'est une boisson qui est consommée pour ses effets sur la glycémie et la tension. Et là, attention, on a un exemple brillant du pont entre les deux mondes. Au-delà de ses usages traditionnels, la science moderne a découvert dans cette même plante des substances, des alcaloïdes, la vincristine et la vinblastine, qui sont aujourd'hui des molécules majeures dans les chimiothérapies contre le cancer. C'est incroyable, un savoir ancestral qui a ouvert la voie à des avancées médicales mondiales. Tout ça, ça nous amène tout naturellement à notre troisième partie. Comment on fait le lien entre ces savoirs traditionnels qui sont basés sur l'observation et les validations scientifiques d'aujourd'hui? C'est ça tout l'enjeu, réussir une intégration qui soit à la fois respectueuse et sécuritaire. C'est très important de bien faire la différence entre les deux approches. D'un côté, on a le savoir traditionnel, il est empirique, il s'est construit sur l'expérience, l'observation, la transmission. De l'autre côté, on a la preuve scientifique, qui elle repose sur des protocoles très stricts, des analyses chimiques, des études cliniques pour bien isoler les effets et comprendre comment ça marche. Et le point de rencontre, il existe. Cette étude de 1986 sur le margoisie en est un parfait exemple. Elle a apporté une première confirmation scientifique à un usage traditionnel. Elle a montré, de façon mesurable, que la plante avait bien un effet sur la tolérance au glucose. C'est ce genre de dialogue qui est extrêmement prometteur. On aborde maintenant la section la plus importante. Parce que oui, ces plantes sont porteuses d'un savoir immense, mais leur utilisation demande une prudence absolue. C'est un message de sécurité qui est non négociable. Retenons bien ces 4 règles d'or. Premièrement, ces plantes sont un complément, jamais un substitut à un traitement prescrit par un médecin. Deuxièmement, il est impératif d'informer son médecin de tout ce qu'on prend. Pourquoi? Parce que, troisièmement, il y a des risques d'interaction avec les médicaments. Et enfin, l'avis du médecin reste le seul guide fiable. Pour conclure, on voit bien qu'on touche à un héritage culturel et naturel qui est bien plus qu'une simple collection de plantes. C'est un patrimoine vivant qui mérite le plus grand respect, qui doit être préservé et qu'il faut intégrer avec beaucoup de sagesse.
Alors, si on devait résumer, la flore de Mayotte est un véritable trésor de savoir traditionnel. Cet héritage est précieux, mais il faut l'aborder avec une approche moderne, où la sécurité passe avant tout. Et la clé de tout, c'est le dialogue. Un dialogue ouvert et confiant entre les patients et les professionnels de santé. On va se quitter avec cette question. Comment faire pour transmettre ce patrimoine avec sagesse ? Comment est-ce qu'on peut allier le respect des traditions à la rigueur de la science pour que la force des racines continue de nourrir les branches de demain ?